Soirée du 9 mai, sans l'aide d'une nouvelle suggestion, elle a bien dormi mais a souffert le matin de douleurs gastriques. Celle-ci s'était déjà produite la veille dans le jardin où elle était restée trop longtemps avec ses enfants. Elle consent à limiter à 2h30 la durée de leur visite. Quelques jours auparavant, elle s'était reproché d'abandonner ses filles. Je la trouve aujourd'hui quelque peu agitée, les sourcils froncés, elle parle avec peine et émet son claquement de langue. Pendant la séance de massage, elle nous raconte que la gouvernante des enfants lui a apporté un atlas d'histoire de la civilisation et que les images représentant des Indiens déguisés en animaux l'y avaient violemment effrayée. Pensez donc s'il prenait vie, frisson d'horreur. Au cours de la séance d'hypnose, je lui demande pourquoi ces images l'ont tant effrayée, puisqu'elle a cessé de craindre les animaux. Elle lui aurait rappelé certaines visions qu'elle avait eues au moment de la mort de son frère à 19 ans. Je réserve ce souvenir pour plus tard. Je l'interroge encore sur l'origine de son bégaiement. L'a-t-elle toujours eu et à quel moment lui est venu son tic, le claquement de langue? À l'état de veille, elle avait répondu à la même question. Je n'en sais rien, mais depuis très longtemps. Le bégaiement serait une des manifestations de sa maladie. Quant au tic, elle avait depuis 5 ans, à partir du jour où, assise auprès du lit de sa fille cadette très souffrante, elle avait décidé de se tenir tout à fait tranquille. J'essaye d'atténuer l'importance de ce souvenir, rien de fâcheux n'étant arrivé à l'enfant. Elle alors, celle-là se reproduit chaque fois que je redoute quelque chose ou quelque chose m'effraie. Je l'invite à ne plus avoir peur à la vue d'images d'Indiens, mais plutôt d'en bien rire et de me le faire remarquer. C'est ce qui se produit au réveil. Elle cherche le livre, me demande si je l'ai regardé, l'ouvre à la page en question et rit à gorge déployée devant les figures grotesques, sans manifester de frayeur et les traits tout à fait détendus. Le docteur Breuer survient inopinément en compagnie du médecin de l'établissement. Elle s'effraie et fait claquer sa langue de telle sorte que les deux messieurs nous quittent très vite. Elle explique cette agitation en disant ressentir une impression désagréable toutes les fois que quelqu'un venait pendant que j'étais présent. La patiente étant sous hypnose, j'avais en outre par contact de la main supprimé sa douleur gastrique en lui annonçant qu'après le repas, elle s'attendrait à un retour de celle-ci, qui cependant ne se reproduirait pas. Dans la soirée, elle se montre pour la première fois bien disposée et loquace, manifeste un humour que je n'eus pas soupçonné chez une personne aussi grave. C'est ainsi que, satisfaite de l'amélioration de son état, elle tourne en ridicule le traitement prescrit par son médecin précédent. Elle avait de longue date projeté de se soustraire à ce traitement sans trouver le moyen de le faire, jusqu'au moment où une remarque fortuite du docteur Breuer, dont elle avait un jour reçu la visite, lui en fut fourni le prétexte. Comme je semble fort étonné en apprenant cela, elle s'effraie, se reproche violemment d'avoir commis une indiscrétion, mais se laisse en apparence calmer par moi. Pendant sa séance d'hypnose, je lui demande de me conter d'autres incidents ayant provoqué chez elle une frayeur tenace. Aussi rapidement que la première fois, elle m'en relève toute une série datant de sa jeunesse et m'assure à nouveau qu'elle revoit souvent devant elle ces scènes toujours colorées et animées. Elle raconte comment, âgée de 15 ans, elle dit emmener sa cousine à l'asile d'aliénés. Elle voulut appeler au secours, ne le put pas et perdit jusqu'au soir l'usage de la parole. Il lui arrive souvent à l'état de veille de parler de maisons de fous, et je l'interromps pour l'interroger sur d'autres circonstances où elle aurait pu avoir affaire à des cas de folie. Elle me raconte que sa propre mère a été pendant quelque temps soignée dans un asile. Elle aurait eu à leur service une domestique dont la patronne avait longtemps séjourné dans un asile d'aliénés et qui avait l'habitude de lui raconter de terrifiantes histoires. Comment les malades étaient ligotés sur des chaises, comment on les corrigeait. En me racontant cela, ma malade a les mains crispées et manifeste une grande terreur. Elle revoit tout cela. Je m'efforce de modifier l'idée qu'elle se fait d'un asile d'aliénés. J'affirme qu'elle pourra désormais entendre parler d'un semblable établissement sans y voir quelque rapport avec elle-même, et je vois son visage se détendre. Elle, poursuivant l'énumération de ses souvenirs terrifiants, raconte comment, à l'âge de 15 ans, elle découvrit sa mère gisant sur le sol après une attaque. La pauvre femme survécut 4 ans, mais notre patiente, alors âgée de 19 ans, trouva un jour, en rentrant à la maison, sa mère morte et défigurée. Atténuer l'action de cette sorte de souvenir est naturellement chose bien plus malaisée. Après une analyse plus poussée, je certifie à la malade qu'elle reverra cette scène, mais d'une façon plus vague, moins virulente. Elle raconte encore comment, à l'âge de 19 ans,
Elle avait trouvé un crapaud en soulevant une pierre, ce qui lui avait enlevé pour plusieurs heures l'usage de la parole. Un symbolisme particulier que je n'ai malheureusement pas essayé de découvrir doit s'être attaché à ce crapaud. Je puis me convaincre au cours de cette séance qu'elle sait bien ce qui s'est passé dans la séance précédente, alors qu'à l'état de veille, elle en ignore tout. Matinée du 10 mai. Aujourd'hui, pour la première fois, elle a pris, au lieu d'un bain chaud, un bain de boue. Je lui trouve l'air mécontent, renfrogné, les mains enveloppées d'un châle. Elle se plaint de douleur et du froid. Je lui demande ce qu'elle a et elle me dit qu'incommodément assise dans son étroite baignoire, elle y a attrapé des douleurs. Pendant le massage, elle déclare se reprocher amèrement, en dépit de tout, d'avoir la veille trahi le docteur Breuer. Je la rassure par un pieux mensonge en lui affirmant que je connaissais déjà auparavant cette histoire. Grâce à cela, sa surexcitation, c'est-à-dire ses claquements de langue, la contraction de ses traits, cesse. C'est ainsi que s'exerce mon influence dès la séance de massage. Elle se tranquillise, devient plus sereine et découvre même, en dehors des questions posées sous hypnose, les motifs de chacun de ses accès de mauvaise humeur. D'ailleurs, les propos qu'elle me tient, pendant que je la masse, ne sont pas non plus aussi inintentionnels que leur apparence le ferait supposer. Ils reproduisent plutôt assez fidèlement les souvenirs et les impressions nouvelles qui ont agi sur elle depuis notre dernier entretien et émanent souvent d'une façon tout à fait inattendue de réminiscences pathogènes dont elle se décharge spontanément par la parole. Tout se passe comme si elle s'était approprié mon procédé. Elle semble utiliser cette conversation en apparence menée à bâton rompu comme complément de l'hypnose. C'est ainsi qu'elle en vient aujourd'hui à parler de sa famille et par toutes sortes de détours raconter l'histoire d'un cousin original et borné auquel ses parents avaient fait arracher toutes les dents en une seule séance. Elle accompagne ce récit de tous les signes de l'effroi en répétant plusieurs fois sa formule de protection « Restez tranquille, ne dites rien, ne me touchez pas ». Ensuite, elle sera sereine et se déride. Ainsi, son comportement à l'état de veille est malgré tout dicté par les expériences qu'elle a faites au cours du somnambulisme et dont elle croit alors ne rien savoir. Pendant l'hypnose, je la questionne à nouveau sur la cause de sa mauvaise humeur et reçois les mêmes réponses qu'auparavant, mais dans un ordre inverse. Son bavardage d'hier, les douleurs provoquées par l'incommodité de sa position dans la baignoire. Je demande aujourd'hui ce que signifient les phrases « ne bougez pas ». Elle explique qu'elle craint, lorsqu'elle a des pensées angoissantes, d'en voir interrompre le cours, parce que alors tout s'embrouille et qu'elle se sent encore plus mal. Le « ne bougez pas » ne se rapporte au fait que les figures d'animaux semblent entrer en mouvement et se précipiter sur elle dès que quelqu'un remue. Enfin, l'imploration « ne me touchez pas » se rapporte aux incidents suivants. Son frère, rendu très malade par la grande quantité de morphine qu'il prenait à 16 ans, l'empoignait souvent tout à coup dans ces terribles accès. Plus tard, un monsieur de sa connaissance, pris chez elle d'un accès de folie subite, l'avait saisi par le bras. Il s'était encore produit un troisième cas de ce genre dont elle ne pouvait se souvenir avec exactitude. Enfin, lorsqu'elle avait 28 ans, elle avait failli être étouffée par sa fille cadette, très malade, qui dans son délire l'avait violemment serrée. Malgré le grand laps de temps qui sépare ces divers incidents, la patiente les raconte tout d'un trait, comme s'il s'agissait d'une seule histoire en 4 actes. Tous les récits de ces traumatismes, ainsi groupés, commencent d'ailleurs par « comme », et chacun est relié au suivant par « et », ayant remarqué que la formule de protection est destinée à empêcher le retour d'incidents semblables. J'utilise la suggestion pour lui enlever cette crainte, et de fait, je ne l'entends plus prononcer les paroles en question. Le soir, je la trouve très bien disposée. Elle me raconte en riant que dans le jardin, les aboiements d'un petit chien l'ont effrayée. Néanmoins, son visage est légèrement crispé et je note une certaine agitation intérieure, qui ne disparaît que lorsque je lui affirme n'être pas froissée d'une observation faite par elle au cours du massage matinal. Ces règles sont venues aujourd'hui après un intervalle d'à peine 15 jours. Je lui promets de rétablir par la suggestion hypnotique la périodicité normale et ordonne pendant l'hypnose que l'intervalle soit de 28 jours. Ce qui se produisit. Je lui demande aussi au cours de l'hypnose si elle se souvient de ce qu'elle m'a raconté en dernier lieu. Ce faisant, je pense à quelque chose qui, hier, n'a pas été liquidé. Elle commence cependant à me parler de façon correcte de « ne me touchez pas » de l'hypnose matinale. Je la ramène alors au thème de la veille. Je lui avais demandé d'où venait son bégaiement et elle m'avait répondu « je n'en sais rien ». La réponse « je n'en sais rien » pouvait être exacte, mais aussi exprimer le déplaisir de parler des motifs en question.
J'ai observé ultérieurement que même sous hypnose, les malades se rappelaient d'autant plus difficilement un fait qu'ils avaient eu plus de peine à le chasser de leur conscient. C'est pourquoi je l'avais invitée à s'en souvenir pour le dire au cours de la séance d'aujourd'hui. Elle me répond donc sans plus réfléchir, mais avec une grande agitation et un langage spasmodique. Un jour, les chevaux attelés à la voiture dans laquelle se trouvaient les enfants s'emballèrent. Une autre fois, je traversais la forêt en voiture avec les enfants. Pendant un orage, la foudre tomba sur un arbre juste devant les chevaux. Les animaux eurent peur, et je pensais surtout reste bien tranquille, sans quoi tu vas effrayer davantage encore les chevaux par tes cris, et le cocher ne pourra plus les retenir. C'est à partir de ce jour-là que ça a commencé. Ce récit l'a énormément agité. Elle m'apprend encore que le bégaiement était survenu tout de suite après le premier incident, mais pour bientôt disparaître et ne revenir qu'après le second. Je supprime le souvenir vivant de ces scènes tout en demandant à la malade de se le représenter une fois de plus, de se les représenter. Elle semble s'y efforcer mais reste calme et en parle désormais sous hypnose, sans trouble spasmodique du langage. Ainsi qu'on le voit ici, le claquement de la langue, sorte de tic, et le bégaiement spasmodique de cette malade constituent deux symptômes qui se rapportent à des causes et à un mécanisme semblable. J'ai traité de ce mécanisme dans un court article intitulé « Un cas de guérison par l'hypnotisme ». Remarque sur la résistance hystérique, j'y reviendrai d'ailleurs dans ce chapitre. La voyant disposée à me fournir des renseignements, je lui demande s'il y a encore d'autres événements qui l'ont effrayée au cours de son existence, au point d'en avoir conservé un souvenir vivace. Elle me cite toute une série d'incidents analogues. Un an après la mort de sa mère, alors qu'elle se trouvait chez une amie française, on l'envoya avec une autre jeune fille chercher un lexique dans la pièce voisine. Là, elle vit se dresser sur le lit une personne exactement semblable à celle qu'elle venait de quitter. Elle demeura clouée sur place. Plus tard, on lui dit qu'il s'agissait d'une poupée que l'on avait mise là. Je lui explique que cette apparition est une hallucination et fait appel à son intelligence, après quoi ses traits retrouvent leur sérénité. Elle raconte encore comme elle soignait son frère malade, qui à cause de la morphine était sujet à de terribles crises pendant lesquelles il a terrorisé en la saisissant. Je lui fais observer qu'elle a déjà le matin même parlé de cet incident pour mieux me rendre compte des faits. Et pour mieux me rendre compte des faits, je lui demande quand elle a encore été ainsi empoignée. Je suis alors agréablement surpris. Elle réfléchit cette fois plus longtemps avant de répondre pour finalement me dire en hésitant « la petite ». Elle n'arrive pas à se souvenir des deux autres incidents. L'ordre que je lui avais donné d'effacer ce souvenir a donc été suivi. Elle poursuit à l'époque où elle soignait son frère. Elle vit un jour tout à coup apparaître le pâle visage de sa tante au-dessus du paravent. La tante était venue pour convertir le malade à la foi catholique. Je remarque qu'ici, Jacques rive au cœur même de sa peur consciente, de surprise, et lui demande dans quelles circonstances elle en a eu d'autres encore. Elle raconte comment ils avaient chez eux un ami qui aimait à s'introduire en catimini dans la pièce et à se dresser brusquement devant elle. Comment tombée malade après la mort de sa mère, elle alla se soigner dans une ville d'eau. De là, un fou pénétra plusieurs fois par erreur dans sa chambre et s'avança jusqu'à son lit. Enfin, comment, pendant son trajet de retour d'Abazia, un étranger ouvrit 4 fois inopinément la portière de son compartiment. La dévisageant chaque fois fixement, elle eut si peur qu'elle appela le contrôleur. J'efface ses souvenirs, la réveille et lui certifie qu'elle dormira bien cette nuit, tout en omettant de lui faire cette suggestion à l'état d'hypnose. Une remarque qu'elle fait prouve l'amélioration de son état. Elle déclare en effet n'avoir rien lu aujourd'hui tant elle vivait dans un rêve heureux et qui, perpétuellement agité intérieurement, ne pouvait jamais rester inoccupé.